D'abord, ce ne sont pas des exactions, ce sont des crimes contre l'humanité, ce sont des crimes de masse, c'est un génocide. Israël, dès le premier mois, dès le mois d'octobre, et même bien avant, si j'ose dire, hein, depuis des décennies, coche toutes les cases d'un génocide. Israël a euh, bombardé des orphelinats, des écoles, des hôpitaux, a débranché des nouveau-nés qui étaient des prématurés dans leur couveuse. Israël commet des crimes écologiques. Israël a utilisé la famine, la soif contre un peuple qui est maintenu en fait dans un camp de concentration qui s'appelle Gaza et qui aujourd'hui est un camp d'extermination. Donc, face à un génocide, se taire, c'est être complice. Qu'en fait, j'observais au moment où j'ai pris la parole pour défendre la Palestine le 13 novembre, ça faisait un mois que j'observais tout ce marigot auquel je ne dirais pas que j'ai appartenu, mais avec lequel j'étais souvent d'accord sur d'autres questions. Mais j'observais ces mêmes personnes qui défendaient soi-disant la laïcité, l'universalisme à la française, la liberté. Ben, j'observais les mêmes, en fait, défendre une posture purement communautaire, radicale, génocidaire même, contre toutes les valeurs qu'ils prétendaient défendre. Je n'avais pas le droit de me taire. Moi, si vous voulez, quand le 7 octobre est arrivé, ça faisait des mois que je ne m'exprimais plus sur les réseaux sociaux, je ne m'exprimais plus tellement sur les médias, je n'avais plus envie de prendre la parole publiquement, je n'avais plus envie de faire partie de cet univers-là en France. Je n'avais plus envie de convaincre qui que ce soit, d'avoir raison, ni de débattre, ni de polémiquer. Mais lorsque j'ai vu les gens s'indigner le 7 octobre, que l'on tue des civils, et je mets civils entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'y a pas de civils en Israël, puisque tout le monde fait le service militaire et puisque tout le monde est colon. Tout le monde arrive d'ailleurs pour coloniser une terre qui ne leur appartient pas. Mais les mêmes qui étaient indignés du 7 octobre, eh bien, des milliers de morts plus tard, n'avaient aucune compassion, pas un mot de condamnation envers leur patrie de cœur, hein, Israël. Et là, je parle de mes concitoyens français. Aucun mot d'humanité, aucun cœur pour les Palestiniens qui mouraient. Donc, j'avais le devoir de sortir, de leur dire, je vous ai vu, j'ai compris qui vous étiez, et je vais vous combattre dorénavant. Parce que j'ai vraiment vu votre vraie face et j'ai vu que toutes les valeurs dont vous vous targuez en France, euh, en fait, elles ne pèsent rien face à votre communautarisme et à votre vraie appartenance de cœur au projet sioniste qui est un projet raciste, suprémaciste, génocidaire, exterminationniste et colonial. Lorsque le 7 octobre s'est produit, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire quand on est un être humain, on s'émeut toujours de la mort d'un autre être humain, qu'il soit civil ou pas d'ailleurs. Mais on s'émeut toujours de la mort des autres. Quand on a un cœur, on a tendance à préférer quand même vivre dans un monde où il n'y a pas de sang, où il n'y a pas de violence. Et lors de mes premières sorties médiatiques en novembre, j'ai même pris cette précaution oratoire qui consistait à dire évidemment que je condamne le 7 octobre. Aujourd'hui, je suis persuadée que c'était une erreur. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le condamnerais pas. Pourquoi? Parce que d'abord, cette sommation qui consistait des semaines après le 7 octobre, et malgré les milliers de morts palestiniens, à exiger de toute personne qui s'exprime de condamner le 7 octobre, était en réalité une sommation de ralliement à la défense d'Israël. Que moi, voilà, c'est pas pour moi. Deuxièmement, je considère que le peuple palestinien est un peuple occupé, c'est un peuple qui subit la colonisation, le nettoyage ethnique depuis plus de 80 ans, c'est-à-dire avant même, ça a commencé avant même la naissance
de l'entité sioniste, de l'État d'Israël. Et donc, c'est un peuple qui a le droit de se défendre par les moyens qu'il a. C'est d'ailleurs dans le droit international, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le droit international qui dit que tout peuple qui subit une occupation a le droit de se défendre. Donc, qui suis-je, moi, pour venir condamner un acte de résistance qui était un acte de désespoir, qui était l'acte des différentes factions armées palestiniennes, parce que il n'y a que dans les médias occidentaux qu'on fait cette fixette sur le Hamas qui d'ailleurs ne s'appelle pas le Hamas, hein, ça c'est l'accent israélien, ça s'appelle le Hamas, qui veut dire enthousiasme en arabe. Donc il n'y a pas que le Hamas, il y a aussi le djihad islamique, il y a aussi les brigades Abu Ali Mustafa, qui sont le bras armé du Front populaire de la libération de la Palestine, qui sont plutôt de tendance communiste, donc pas du tout religieux. Ce sont toutes les factions de la résistance palestinienne qui, ce jour-là, se sont organisées pour faire un acte de défense, un acte pour rappeler leur existence, pour rappeler leur droit aussi à la liberté et à la dignité, un droit qui est violé depuis des décennies par les colons israéliens. Pas le 7 octobre, je regrette de l'avoir fait notamment à l'antenne de, je ne sais plus qui, une radio française. Non, je ne condamne pas le 7 octobre. Non, parce que je n'ai pas vu ceux qui somment tout le monde dans les médias français à condamner le 7 octobre. Je ne les ai vus à aucun moment condamner la colonisation, condamner l'occupation, condamner les bombardements massifs des civils, condamner l'assassinat des enfants, condamner les violences sexuelles envers les Palestiniens et les Palestiniennes particulièrement. Je ne les ai pas vus condamner les images de ces dégoûtants soldats israéliens qui se photographiaient avec les soutiens-gorge et les culottes des femmes palestiniennes qu'ils venaient probablement de tuer. Non, je ne condamne pas le 7 octobre. Bien au contraire, je pense que le peuple palestinien a le droit de se défendre par les moyens qu'il a, qui sont des moyens bien inférieurs aux moyens de l'entité terroriste israélienne. Vous savez, ceux qui nous sommaient à condamner le 7 octobre, c'était une sommation à condamner ce qu'ils appellent le terrorisme. Si l'on considère que le terrorisme, c'est de s'en prendre à des civils, je pense que c'est ça d'ailleurs la définition du terrorisme, c'est d'utiliser en fait des moyens armés, militaires, pour s'en prendre aux civils. Bien, écoutez, je pense que là-dessus, Israël dépasse largement en fait en terrorisme tout ce que n'a jamais pu faire la résistance palestinienne. Donc le Hamas, dont je ne partage pas l'idéologie politique, mais ça c'est un droit de chacun, le Hamas, en tant que mouvement de résistance palestinienne, a le droit de défendre sa patrie, son peuple, ses civils, son droit à l'existence. Voilà. Ensuite, le jour où la Palestine sera libre, parce qu'elle le sera un jour, ça sera au peuple palestinien de décider quelle orientation politique il souhaite, quel projet de société il souhaite. Ça, ce sont les affaires des Palestiniens, ce ne sont pas les miennes. Moi, je ne vois là aucun revirement. Quand on a été quelqu'un qui, de son spectre à lui, s'est opposé à l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques et à des fins de violence, eh bien, c'est tout à fait cohérent de s'opposer aussi au terrorisme religieux juif, au messianisme et au fanatisme de toutes les religions, y compris la religion juive, qui lui, d'ailleurs, dispose d'un État. C'est un Daesh qui a réussi Israël, parce que c'est quand même un projet millénariste basé sur l'idée que les écritures religieuses seraient un registre cadastral et sur le fait que Jérusalem appartiendrait aux Juifs et exclusivement aux Juifs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça, ce n'est pas du fanatisme religieux? Donc non, moi je n'ai fait aucun revirement. Ce sont toutes ces personnes qui se targuent de défendre la laïcité en France tout en défendant Israël, qui trahissent en fait ces valeurs-là. Parce que la laïcité, c'est quoi? Ça devrait être quoi? Puisque aujourd'hui en France, on a compris, la laïcité sert uniquement à taper sur une catégorie de la population. Je suis bien obligée de le reconnaître aujourd'hui, même si j'ai mis
même si je me refusais de le voir. Mais la laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est de dire que tout le monde est égal en citoyenneté, que tout le monde a le droit d'avoir la foi, l'eschatologie qu'il souhaite, tant qu'il n'empiète pas sur les libertés des autres. Mais ce n'est absolument pas ce qu'on voit en Israël. En Israël, on voit un État ethnique, un État qui refuse en fait la présence du peuple autochtone sur ces terres et un État avec un projet religieux. Donc moi, je n'ai commis aucun revirement. Il me semble que ce sont ceux qui prétendent défendre la laïcité tout en défendant Israël qui sont dans une contradiction totale. Deuxièmement, euh, ce que d'aucuns perçoivent comme un revirement, moi, ce n'est pas la première fois que cela m'arrive dans mon parcours. J'ai commencé à remettre en question, en fait, tout ce marigot médiatico, Twitter, etc., au moment où j'ai commis l'erreur, lors des présidentielles, de soutenir Emmanuel Macron. C'est une erreur qui m'a été utile. Elle m'a été utile dans le sens où, au moment où j'ai annoncé mon soutien à Emmanuel Macron, j'ai observé toute une partie de l'extrême droite française s'indigner parce qu'ils pensaient que j'étais des leurs. Et ils ont considéré que c'était une trahison que de défendre Macron. Donc oui, c'était une erreur, mais rien que pour ça, je suis quand même contente d'avoir commis cette erreur parce que j'ai compris en fait qu'il fallait que je veille à toujours montrer que je n'appartiens à personne, que je n'appartiens qu'à moi-même. Et j'ai été heureuse que cette erreur en fait me déleste de ces soutiens-là. Et d'ailleurs, je rappelle qu'à ce moment-là, au moment où moi j'ai soutenu Emmanuel Macron, j'avais déjà observé une partie de cette sphère soi-disant laïque qui en fait s'est vautrée dans le zémourisme. Euh, euh, et ça a déjà commencé à fissurer dans ma perception ce que prétendait être cette mouvance laïque-là en France. Donc j'ai déjà pris mes distances bien avant que tout cela arrive, mais à partir du 7 octobre et du début du génocide des Palestiniens à Gaza, il a été clair pour moi que l'illusion, en fait, était beaucoup plus grande que ça, que c'est une illusion qui est beaucoup plus globale, que c'est un système d'oppression qui a des racines beaucoup plus profondes, que nous sommes face à un système, en réalité, de suprémacisme blanc qui considère que seule une partie de la population mondiale jouit de certains droits, quelle est la référence, quel est le modèle à suivre, et que les autres sont moins que les autres ont une humanité moindre, que les autres n'ont pas les mêmes droits, que les autres n'ont pas le droit de jouir de leur richesse, de leur liberté, de jouir de leur propre modèle, d'exercer leur propre façon d'être. Donc je suis très heureuse aujourd'hui, à titre personnel, d'avoir défait cette illusion-là en moi. Ça a été extrêmement douloureux. Je pense que comme beaucoup de monde, cette année 2024 a été très très dure, c'est-à-dire que les premiers mois, octobre, novembre, décembre, janvier, j'ai beaucoup pleuré, j'ai passé beaucoup de temps seule, assise, à défaire en moi les, les résidus, en fait, de ce suprémacisme dans lequel on a tous grandi, dont on a tous hérité une part et qu'on a tous véhiculé à notre insu. Donc, et pour ça, je ressens une immense gratitude envers le peuple palestinien qui, par son martyre, par tout ce sang qui a coulé, nous a montré le chemin de la liberté, de la dignité, et nous a montré en fait pourquoi la question palestinienne est si importante, pourquoi elle cristallise autant des choses qui relèvent de la dignité et de l'humanité. Et j'ai compris en fait que libérer la Palestine, c'est libérer chacun de nous, où qu'il soit dans le monde. J'ai vu s'exercer en France à partir du 7 octobre une espèce d'omerta insupportable. J'ai vu du doxing, j'ai vu des gens qui ont perdu leur travail, j'ai vu les gens qui s'émouvaient du sort des Palestiniens stigmatisés, traités d'antisémites, etc. J'ai vu des procédés que je connais bien et qui cette fois-ci venaient de la façon la plus brutale de gens qui pourtant prétendaient les combattre. Donc,
l'année 2024 a été une année où beaucoup de masques sont tombés, où beaucoup d'illusions se sont brisées en mille morceaux et où ce système de domination mondiale qui est représenté en fait par Israël, qui est cristallisé par Israël, qui n'est que l'excroissance des puissances occidentales et notamment des États-Unis au Proche-Orient, eh bien, j'ai vu toute la monstruosité de ce système et tous les ressorts de sa toute-puissance partout dans le monde, y compris dans les pays qui sont des démocraties autoproclamées comme la France. C'est un gros mensonge aujourd'hui. C'est très sincèrement ce que je pense. C'est quelque chose que j'ai compris dans la douleur, euh, parce que parce qu'encore une fois, il me semble que si la laïcité elle est ce que moi j'en ai compris, c'est-à-dire un système juridique qui permette de former une société où tout le monde est à égale distance de la religion et de l'État, où tout le monde a le droit d'avoir sa religion, sa pratique religieuse, sa croyance, tout en étant également à égale distance de l'État. La neutralité de l'État, de ses institutions, mais tout ça est une vaste fumisterie. On voit bien aujourd'hui la défense inconditionnelle de la France auprès d'Israël, qui est en fait un projet millénariste, messianique, purement religieux, qui est une société fanatisée de criminels, de colons. Donc de quelle laïcité on nous parle? J'ai compris toute la dimension ridicule, risible du fait voilà, de mettre le focus sur des questions de société telles que le voile ou le burkini, alors que de l'autre côté, on a des crimes de masse, un génocide, des bombes qui pleuvent sur les civils. Sortir et défendre la Palestine, pour moi aujourd'hui, c'est une question de dignité. C'est une question de pouvoir se regarder dans une glace. Et c'est une question aussi de dire que dans ce qui peut apparaître comme un revirement, eh bien, moi, j'essaye d'avoir une cohérence. Si on est laïque tout le temps, même quand c'est douloureux, même quand ça touche à notre communauté. Et ça, ces prétendus laïcs français qui sont en fait, qui prétendent être laïcs tout en défendant le sionisme, je leur montre un miroir inversé de qui ils sont. Ils ne sont absolument pas mieux que les islamistes qu'ils prétendent combattre et dénoncer. La différence, c'est que les islamistes, eux, eh bien, ne balancent pas des bombes comme ça, des tonnes de bombes sur des enfants, des civils. Bien sûr qu'il y a eu des crimes islamistes à travers le monde. La différence, c'est que ces crimes ont été unanimement dénoncés, y compris d'ailleurs par les musulmans. À chaque fois qu'il y a eu des attentats islamistes en France, revendiqués comme islamistes, et j'en sais quelque chose, je suis une ancienne de Charlie Hebdo, et tous les Français ont vécu le choc des attentats du 13 novembre, du Bataclan, de Nice, etc. Mais à chaque fois qu'il y a eu des choses pareilles en France, il y a eu beaucoup de musulmans qui se sont exprimés pour les condamner, pour dire pas en notre nom, ce n'est pas notre religion, on combat ça, on s'indigne contre ça. Il y a même eu des imams français, beaucoup d'imams, qui défilaient sur les plateaux télé pour dire on condamne le terrorisme. On n'est pas d'accord, on ne s'y reconnaît pas, ce n'est pas notre religion. Par contre, aujourd'hui, alors que l'entité sioniste commet tous les crimes contre l'humanité que l'on peut imaginer, commet un génocide, enfin le plus gros génocide d'enfants auquel on puisse assister, eh bien moi je ne vois pas beaucoup de membres de la communauté juive qui sortent comme les musulmans l'ont fait pour dire pas en notre nom, ceci n'est pas notre religion, on ne soutient pas. Je n'ai pas vu de rabbin français non plus sortir condamner ce que l'entité sioniste fait. Donc, je sais évidemment qu'il ne faut pas généraliser. Je sais qu'il y a des justes parmi les juifs, et d'ailleurs, je leur rends hommage parce que je sais à quel point c'est dur. Je sais aussi ce qu'ils subissent de la part de leur communauté. Mais malheureusement, en France,
j'ai pu prendre toute la mesure de la radicalisation extrême de cette communauté juive et j'ai compris par la suite qu'elle était radicalisée en fait à l'image de la société israélienne. Cette année a été pour tout le monde l'occasion de découvrir euh, l'extrémisme qui touche son paroxysme au sein de la société israélienne, une société qui est maintenue dans la peur, dans la haine de l'autre, dans le suprémacisme et dans la violence, puisque, je le rappelle, tous les Israéliens servent dans l'armée, ceux qui refusent de le faire d'ailleurs vont en prison, tous les Israéliens sont impliqués dans les crimes d'occupation, de colonisation, d'expropriation, voire d'extermination. Bien sûr que j'ai conscience que j'ai pu blesser certains. Cette année a été une année, un moment de vérité. Beaucoup de vérités sont douloureuses, mais libératrices. Voir avec les yeux, non pas les yeux simplement de l'intellect, mais aussi les yeux du cœur, les yeux de la conscience. Voir en fait l'ampleur de la manipulation euh, dans laquelle le monde se trouvait, voyez, dans ce discours qui nous fait croire que, en fait, que voilà, que les médias occidentaux sont le nec le plus ultra de la liberté d'expression, que ce sont des démocraties, que ce sont des pays qui représentent la vertu, contrairement à d'autres, etc. Voir tout ça m'a permis évidemment de repenser toutes les, eh bien, tous les combats que j'ai menés, tout ce que j'ai défendu dans le passé, y compris aussi la façon de le faire. Donc, bien sûr que si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le referais pas de la même façon. Et je n'ai pas compris à ce moment-là qu'il y avait un profond, un antagonisme avec les musulmans de France que moi, je ne comprenais pas. En arrivant dans la société française, je ne comprenais pas. Moi, je viens du Maroc. Je suis née à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca, j'étais à l'école marocaine, j'ai eu mon bac au Maroc. Je suis vraiment un produit de la société marocaine. Je ne comprenais pas que des gens s'attachent à la forme, qu'ils s'attachent au voile, qu'ils s'attachent aux apparences. Et je ne comprenais pas qu'une communauté accepte d'apparaître à la société, enfin, revendique d'apparaître à la société sous ces formes religieuses qui, moi, m'appartenaient secondaires. C'est la première chose que j'ai réalisée cette année-là. Quand on est dans une dynamique de colère et d'indignation, eh ben, on attire à soi en fait des énergies similaires. Donc moi, j'ai passé des années à recevoir sur mes réseaux sociaux des messages de menaces de mort, d'insultes, de gens qui prétendent en faire ça au nom d'une religion, ce qui pour moi est incompréhensible. Quand on défend l'islam, on ne traite pas une femme de pute, on ne la menace pas de viol, on ne la menace pas de l'égorger, d'égorger sa famille, etc. Donc, cette dynamique de colère, elle est bien sûr aveuglante. Elle nous empêche de voir à la fois notre humanité, de comprendre d'où on vient, de ressentir profondément ses vulnérabilités et de penser ses propres blessures. Et quand on n'est pas capable de faire ça avec soi, on n'est pas capable non plus de voir les blessures de l'autre, de voir d'où il vient lui. Je suis très heureuse, en fait, d'avoir vécu cette guérison du cœur qui fait que j'ai pu me pardonner à moi d'avoir été cette personne-là et j'ai pu aussi pardonner aux autres d'avoir été ce qu'ils ont été avec moi. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'infamant ou d'indigne que de demander pardon. Oui, bien sûr, et de tout cœur, du fin fond de mon cœur et de mes tripes, je demande pardon à ceux que j'ai pu blesser, à ceux à qui j'ai pu apparaître comme un instrument, en fait, d'un système qui les oppresse, d'un système qui leur a fait transpirer, en fait, par tous les pores de la société qu'ils étaient des citoyens de seconde zone. Moi, je n'ai pas été formée dans ça, puisque j'ai eu la chance de grandir au Maroc en tant que citoyenne pleine dans une société où il n'y avait pas où il n'y a pas de citoyens de seconde zone, où il n'y a pas de problématique identitaire. Et je ne comprenais pas,
en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai pleinement compris ça cette année, encore une fois grâce aux martyrs des Palestiniens et de tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire des médias qui ont clairement et sans vergogne basculé dans le mensonge et la propagande la plus crasse, des interdictions de manifester pour la Palestine, etc., etc. C'est-à-dire, j'ai vu se déployer cette année tous les outils d'oppression venant de la part d'une société qui est la société française, qui prétend quand même être sortie de la cuisse de Jupiter en termes de liberté et des droits de l'homme. J'ai pu voir sans filtre, en fait, que moi, par exemple, qui viens de la culture arabe et qui suis journaliste de métier, quand on est arabe, on a l'habitude d'être absolument le dernier de la classe en termes de liberté d'expression, de journalisme, etc. Mais cette année, j'ai pu voir que les médias arabes ont donné une leçon de journalisme aux médias occidentaux. J'ai pu voir aussi toute la monstruosité, la laideur profonde, en fait, et le mépris absolu du deux poids, deux mesures de ces sociétés qui se targuent d'être des démocraties occidentales. J'ai vu, par exemple, et ça c'est ma chair, c'est mon expérience, moi j'étais à Charlie Hebdo et je ressens beaucoup de gratitude envers l'univers, d'être encore en vie, d'être toujours là pour m'exprimer. Mais j'ai vu aussi toute la solidarité qui s'est tissée autour de nous, toute la société française qui s'est levée comme un seul homme pour défiler. Le monde entier était à côté de nous et c'est une bonne chose que les gens s'indignent et qu'ils disent non, on ne tue pas des journalistes. En revanche, j'ai pu observer cette année-là que pas 130, 160, je n'ai même plus les chiffres, plus de 130 journalistes palestiniens ont été bombardés, snipés par l'armée israélienne en plein exercice de leur métier et personne ne s'est levé pour eux. Pourquoi? Je me suis profondément interrogée. Pourquoi je ne trouve aucune réponse à part le racisme, à part le fait, en fait, que certains sont considérés comme des êtres humains et d'autres sont considérés, pardon hein, du mot, mais comme de la merde. J'ai vraiment ressenti dans ma chair que, et en tant qu'arabe, parce que j'en suis une, hein, je suis marocaine, je parle arabe, j'écris l'arabe, je l'ai étudié, j'ai étudié cette littérature et j'aime d'ailleurs j'aime cette langue, j'aime cette culture, j'en suis. J'ai ressenti dans ma chair, en fait, à quel point notre humanité nous était niée. J'ai pu ressentir que nos enfants n'avaient pas la même valeur. Ben, il transpire par tous les pores. Le suprémacisme blanc, évidemment, ne cible pas que les Arabes. Hein. Il cible toutes les populations du Sud. En fait, il cible toutes les populations non blanches, celles qui présentent un autre modèle, celles voilà, qui ne sont pas, qui ne font pas partie de cette civilisation judéo-chrétienne occidentale. Ce n'est pas un hasard que ce soit l'Afrique du Sud qui ait en fait porté le flambeau de l'humanité, des droits humains et qui ait mené en fait la fronde légale contre l'État criminel d'Israël. Ça d'ailleurs, tout Français qui vit encore dans l'illusion que la France serait une patrie des droits de l'homme devrait quand même s'interroger pourquoi ce n'est pas la France qui a été le phare, en fait, de la défense du droit international et de l'humanité. Ça a été l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays qui sort d'une expérience qui est l'expérience de l'apartheid, c'est-à-dire la forme la plus violente, la plus franche de la supériorité des Blancs sur les autres. Donc, riche de cette expérience-là, forte de cette expérience-là, l'Afrique du Sud, c'est d'ailleurs que que l'État d'Israël a été l'un des plus grands soutiens au régime d'apartheid, puisque le sionisme est une émanation du suprémacisme blanc. Moi, je pense que ce suprémacisme blanc nous vend comme étant la démocratie et la liberté,
ce n'est en fait qu'une forme plus élargie d'apartheid. Regardez le monde aujourd'hui. Euh, la majorité écrasante de la population de ce monde a besoin d'un visa pour se déplacer. Elle n'a même pas la liberté de mouvement. Elle n'a pas accès à ses ressources qui bien souvent sont exploitées par ces puissances militaires qui prétendent être des démocraties. Est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratie lorsqu'on sait que ces démocraties autoproclamées sont les plus grands producteurs d'armes dans le monde, sont des nations coloniales, sont basées sur des génocides, comme c'est le cas par exemple des États-Unis, qui est une nation construite sur le génocide des Amérindiens. Mais de quelle démocratie nous parle-t-on? Honnêtement, d'ailleurs aujourd'hui, d'une façon beaucoup plus simple, hein, pour les nuls, on ne peut officiellement plus dire que la France est une démocratie. Ce que Emmanuel Macron a fait en nommant ce Premier ministre-là, même le roi du Maroc ne peut pas le faire. Tout souverain de droit divin qu'il est, il est quand même tenu par la Constitution et il nomme toujours le Premier ministre au sein du parti qui a gagné les élections législatives. Vous voyez, donc cette année a été aussi pour moi et aussi un travail spirituel profond qui m'a permis de nous regarder, nous, arabes, mauvais élèves de la classe en démocratie, en liberté d'expression, etc., de nous regarder tels que nous sommes, de nous voir tels que nous sommes et de voir que finalement, nos régimes, quels qu'ils soient, eh bien finalement, ils ont commis bien moins de crimes et tué bien moins de gens et opprimé bien moins de peuples que ceux qui se targuent d'être les plus grandes démocraties comme les États-Unis ou comme la France, qui, dans sa forme actuelle, est l'héritière en fait de son empire colonial et qui a toujours dans son économie, dans sa façon de faire, des choses qui sont héritées de cette conviction, de cette arrogance en fait qui consiste à dire nous sommes le modèle à suivre, nous sommes libres, nous sommes des démocrates et donc cela nous donne le droit d'enseigner aux autres comment ils doivent être. Et c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec un apartheid mondial, parce que vous voyez, quand il y a un apartheid, il y a toujours un côté qui est sympathique, où il fait bon vivre, qui a des droits, qui a accès aux ressources, qui a accès aux terres. Vous voyez, quand on nous vendait Israël, qui en fait, qui est une monstruosité, qui est un système monstrueux d'oppression, on nous dit ah, mais c'est la seule démocratie au Proche-Orient. Mon œil, en fait, c'est à la limite peut-être une démocratie pour une petite partie des gens qui vivent sur cette terre, mais c'est une tyrannie absolue pour les Palestiniens. Et un régime qui est une démocratie pour les uns et une tyrannie pour les autres, ça s'appelle l'apartheid. Or, aujourd'hui, le monde tel qu'il est nous démontre bien que la Cour pénale internationale, elle n'est pas faite pour les Blancs, pour dire les choses simplement, elle n'est pas faite pour les Occidentaux, et Israël est une excroissance occidentale en terre arabe au Proche-Orient. Donc, les institutions internationales ne sont pas faites pour ces gens, le droit international n'est pas fait pour eux, les règles ne sont pas faites pour eux, le droit n'est pas fait pour eux. Ils s'en affranchissent totalement et pourtant imposent ces institutions. Et pour moi, il est évident aujourd'hui que les États-Unis sont le plus gros fauteur de troubles de la planète. D'ailleurs, quand on se souvient de ce moment où ils ont été les seuls à lever cette main au Conseil de sécurité pour dire non, il faut continuer à tuer des enfants palestiniens, mais enfin, mais c'est une fable de continuer à croire en cette démocratie-là. C'est un mensonge absolu, c'est une illusion qui est tombée, qui s'est brisée en mille morceaux grâce à la liberté du peuple palestinien qui, derrière les barbelés, qui, depuis son camp de concentration, nous a rappelé quand même quelques fondamentaux de dignité. Et encore une fois, immense, immense gratitude à eux. Cette histoire du prix Simone Veil. D'abord, je vais rappeler rapidement ce qu'est le prix Simone Veil et comment je l'ai eu. Vous voyez, à l'époque où je disais des choses qui plaisaient dans les médias en France, c'est-à-dire à l'époque où je disais, mais enfin, mais les musulmans
doivent escamoter, qui doivent en fait complaire aux règles, etc. Ce qui est vrai, hein, tout le monde doit respecter les règles, pas que les musulmans. C'était ça d'ailleurs, c'était ça comment dire, le problème épistémologique, c'est qu'en fait, ça plaisait que je fasse, que je sois tout le temps focus sur cette communauté-là. Toujours est-il, cette liberté d'expression qui consistait à dire il y a un problème de radicalisation au sein de l'islam plaisait tellement que l'on m'a vue digne d'être candidate au prix Simone Veil. D'ailleurs, le prix que j'ai reçu, moi, était un prix du public, c'est-à-dire c'est le vote massif des franciliens pour moi qui a fait que j'ai reçu ce prix Simone Veil là. Je rappelle d'ailleurs que ce prix, il était simplement honorifique entre guillemets. C'était une petite sculpture assez jolie hein, voilà que j'ai reçue, un bouquet de fleurs, un joli cocktail, quelques coupes de champagne, voilà. Donc c'était un joli moment, mais à côté de ça, il n'y avait pas un chèque, même pas 10 euros, hein, pour ceux qui pensent que ça allait avec de l'argent. Donc, lorsque j'ai exercé cette même liberté d'expression pour laquelle j'avais reçu le prix Simone Veil, mais pour dire que l'entité sioniste était une entité génocidaire et criminelle, là, un monsieur qui s'appelle Aurélien Veil, en fait, en fait, sa qualité, c'est d'être le petit-fils de Simone Veil, c'est-à-dire en dehors d'être le petit-fils de Simone Veil, honnêtement, je ne sais pas qui il est. Donc, il est le petit-fils de Simone Veil. C'est dans un pays quand même comme la France qui, euh, qui a éliminé la monarchie et comment dire, et les honneurs héréditaires. Et ben non, en fait, on a encore Monsieur Simone Veil, Monsieur le petit-fils de Simone Veil, qui donc, lui, qui est un homme, décide d'octroyer ou de retirer des prix qui sont donnés à des femmes. Parce que je rappelle que le prix Simone Veil, c'est uniquement à des femmes. Mais en fait, derrière, il y a ce monsieur, en sa qualité de petit-fils de Simone Veil, qui a dit non, non, elle défend, elle dit que c'est mal de tuer les enfants palestiniens, donc allez, on lui retire le prix. J'ai d'ailleurs, avant que Valérie Pécresse n'obéisse à ce monsieur et me retire ce prix qui, je le rappelle, m'a été donné par le vote du public, j'ai reçu des messages de la part de sionistes français qui me connaissaient, qui me disaient, mais enfin, comment oses-tu exercer ta liberté d'expression? On va te retirer le prix Simone Veil. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a donné le prix Simone Veil pour dire que les musulmans doivent s'intégrer et qu'ils doivent faire un effort, etc., etc. Donc, on m'a filé un honneur pour ça. Et on m'a retiré le même honneur dès que j'ai dit que c'était mal de tuer les enfants palestiniens. Ce que j'ai répondu, moi, à ces gens, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai reçu ce prix en, en pensant que Simone Veil, en fait, son héritage, Simone Veil qui est une survivante de l'Holocauste, je pensais que l'héritage de Simone Veil, c'était de dire plus jamais ça, plus jamais de génocide, mais alors pour toute l'humanité. Je n'avais pas compris que c'était que pour les Juifs, en fait. Si c'est que pour les Juifs, je suis ravie de rendre la statue là, qui était sur une étagère chez moi, je suis ravie de la rendre dans un sac poubelle. Et d'ailleurs, elle a fini, le prix Simone Veil a effectivement fini dans un sac poubelle. Je pense que c'est sa vraie place, c'est l'endroit qu'il mérite, parce que c'est un prix qui est taché de sang, et on l'a compris aujourd'hui, c'est un prix qui est conditionné à la défense de l'État génocidaire d'Israël, et ça sera sans moi. Je me sens encore plus honorée aujourd'hui par le retrait de ce prix par Valérie Pécresse et ce monsieur-là, le petit-fils de Simone Veil. Je me sens aujourd'hui doublement honorée et très fière de m'être délestée de ce prix entaché de sang. Je ne veux pas d'un objet chez moi qui représente en fait qui représente D'accord. euh, ce Ouais, ça mensonge en s'entend. France, voilà. Et j'ai rédigé une lettre à Valérie Pécresse, non pas à Aurélien Veil, parce que je rappelle, il est personne à paraître
le petit-fils de Simone Veil. En revanche, Valérie Pécresse, elle, est une femme politique et j'ai trouvé ça absolument indigne de sa part, qu'elle obéisse à ce monsieur, qu'elle me retire un prix qui m'a été donné par le public et puis qu'elle défende en fait, qu'elle défende l'entité sioniste alors que ce n'est absolument pas son rôle en tant que femme politique française. D'abord, moi, j'aimerais dire que le communautarisme en soi, en tant que tel, normalement, ne devrait pas poser problème. C'est-à-dire que des gens qui sont unis par certaines traditions, par la langue, par la nostalgie du pays, etc., je ne vois aucun problème, moi, à ce qu'il y ait des événements communautaires en France. Vous voyez, je ne sais pas moi, on va donner des exemples d'événements communautaristes qui, pour moi, ne posent aucun problème. Par exemple, allez, un spectacle de sapeurs africains à Paris avec de la musique africaine. Ça, je ne vois absolument pas le problème. Je ne vois absolument pas où est le problème. À ce que des Chinois fêtent le Nouvel An chinois, à ce que des Arabes voilà, aient des espaces pour écouter leur musique, parler leur langue, manger leur cuisine. Le communautarisme commence à poser problème lorsqu'il devient séparatiste et lorsqu'il exige des exceptions à la loi générale pour en fait soustraire une communauté au droit qui régit l'ensemble de la société. Mais ma foi, aujourd'hui, il m'apparaît avec une clarté inouïe que la République, elle a quand même bien d'autres problèmes de communautarisme avant les problèmes du voile et des kebabs. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une vraie menace démocratique qui n'est pas qui est une menace réalisée puisque on est en train d'assister à l'effondrement de tout ce qui pouvait encore définir la France comme une démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire la promesse d'égalité, etc. Aujourd'hui, tout ça est battu en brèche pour les beaux yeux du soutien des sionistes français à leur patrie de cœur, qui est Israël. Et ça, c'est une forme de communautarisme qui est quand même beaucoup plus dangereuse que le communautarisme des djellabas ou du voile. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ouvre les yeux sur un pays où le discours génocidaire se tient sur les médias français de façon absolument décomplexée. On a entendu des membres de la communauté juive appeler au massacre de tous les Palestiniens. On a vu des Français qui vivent parmi nous, voilà, qui ne sont pas en djellaba pour le coup, c'est-à-dire, c'est là l'illusion, et qui, du jour au lendemain, sont partis se battre par milliers, en fait, pour leur patrie de cœur, qui est Israël, qui sont partis commettre des crimes de guerre, tuer des enfants en France. Pour moi, ces gens-là, qu'est-ce qui différencie ces Français-là des Français qui ont rejoint Daesh? Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que une bonne partie de l'Assemblée nationale, des médias, de la classe politique française soutient ces terroristes-là. Et ça, c'est quand même une menace qui est beaucoup plus conséquente pour la cohésion. Je ne dirais même pas la démocratie, je ne considère plus que la France soit une démocratie aujourd'hui, mais pour la cohésion sociale et pour la paix en France. On se rend compte aussi du deux poids, deux mesures injustifiables que les institutions françaises ont envers leurs citoyens, c'est-à-dire qu'on a une communauté arabe, d'origine africaine, qui est sous-représentée en politique, qui est sous-représentée partout, alors qu'on se rend compte aujourd'hui du nombre d'élus français qui mettent des pins et des drapeaux d'un pays étranger qui, de surcroît, est un pays colonial, un système d'occupation, une entité terroriste et génocidaire qui est l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, ma foi, ça m'apparaît avec une très très grande clarté. Tous ceux qui ont essayé de dire qu'en France, il y avait quand même
une, une omerta médiatique. Ils ont été accusés d'être antisémites, etc. Mais aujourd'hui, toutes ces accusations-là ne tiennent plus la route. On a compris, on a compris quel était le tour de passe-passe idéologique qui permettait à certains d'instrumentaliser la mémoire de ce qui s'est passé en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale pour finalement justifier un génocide qui, celui-ci, se déroule aujourd'hui sous nos yeux et qui est filmé. Donc, on a compris la nature profondément raciste d'une partie de la population française, le caractère profondément communautariste, profondément fidèle à un pays étranger qui est Israël, qui est un pays qui reçoit des aides de l'État français. Donc, et qui reçoit un soutien inconditionnel d'une très large partie de la classe politique. On a vu aussi comment une partie de cette communauté, c'est-à-dire des défenseurs du sionisme en France, s'organise en tant que milice. On casse la gueule à des gens qui portent le kéfier, on menace des Palestiniens qui osent défendre, des Français d'origine palestinienne qui osent défendre leur peuple et leur pays, qui osent défendre les droits humains. On doxe des gens, on les harcèle, on a exactement les mêmes procédés en fait qu'on reproche au terrorisme, aux terroristes islamistes. Donc, pour moi, il n'y a aucune différence. La seule différence, et elle est de taille quand même, c'est le soutien qu'apporte la République et ses institutions à ce communautarisme-là et à ce terrorisme-là. Je ne suis qu'un être humain parmi des milliards et finalement, je ne représente que moi-même. C'est une grande liberté d'ailleurs. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être libre de mon ton, d'être libre de dire ce que mon cœur me dicte, ce que ma conscience me dicte, c'est-à-dire d'utiliser ma voix, ma toute petite notoriété pour dénoncer en fait ce génocide et pour dénoncer le sort atroce qui est fait au peuple palestinien, et ce, depuis les années 30, en fait, depuis que les milices terroristes juives de l'Irgun, toutes ces milices d'ailleurs qui par la suite ont composé l'ossature de l'armée israélienne, ces milices-là, elles ont commencé le nettoyage ethnique en Palestine, elles ont commencé à brûler des villages, à tuer des enfants dès les années 30. Parce que ça, c'est aussi une vérité qu'il faut rappeler. Vous voyez, les médias occidentaux nous ont vendu, en gros, Israël, vous voyez le raccourci, comme étant un pays qui est fait pour les survivants de la Shoah. En fait, les vrais survivants de la Shoah, ceux parmi eux qui sont en vie ou même ceux qui sont morts par la suite, beaucoup d'entre eux ont refusé d'aller en Israël ou ont dénoncé Israël. Parce que quand on a vraiment connu la barbarie, quand on a connu l'antisémitisme et le racisme, on ne peut pas soutenir quelque chose comme l'entité terroriste génocidaire israélienne. Et les gens qui ont fondé l'État d'Israël n'étaient en aucun cas des survivants de la Shoah. Lorsque la Shoah a eu lieu dans les années 40, ces gens-là étaient déjà depuis 10-15 ans en Palestine, en train de faire du nettoyage ethnique et en train de brûler des villages et de tuer des enfants. Des gens comme Golda Meir, comme Ben Gurion, comme tous ces gens d'ailleurs qui ont tous judaïsé leurs noms pour cacher en fait qu'ils avaient des noms de blancs européens qui n'ont rien à faire en terre de Palestine. Des Polonais, des Ukrainiens, qui ne sont pas chez eux en fait en Palestine. Ce n'est pas chez eux. La Palestine, c'est un pays sémite, c'est la terre des Palestiniens, ça n'appartient pas aux Européens. Donc, et d'ailleurs, le sionisme, il faut le rappeler aussi, est une idéologie née en Europe à la fin du 19e siècle. Initialement, ce ne sont même pas des juifs qui ont créé le sionisme, ce sont des millénaristes chrétiens qui pensaient que en fait, le retour des juifs, le retour entre guillemets des juifs en Palestine est l'étape préalable à l'arrivée du Messie. Vous voyez en fait dans quel délire religieux on est, délire pourtant défendu par ces pseudo-laïcs français. Pour moi, aujourd'hui, si je dois utiliser ma voix, si je dois utiliser ma conscience, c'est certainement pour m'élever contre ce génocide, contre ces crimes contre l'humanité,
dans l'urgence, parce que c'est là, c'est maintenant que les gens meurent, c'est maintenant que les gens sont affamés, assoiffés, mutilés, bombardés, etc. Mais aussi m'élever contre tout le système d'oppression qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce système d'apartheid mondial où en fait où les richesses, les droits, les libertés sont réservées à certains et pas à d'autres. Et je pense réellement que la cause palestinienne, qui évidemment n'est pas la seule dans le monde, il y a d'autres horreurs qui se commettent dans le monde, il y a d'autres crimes, il y a d'autres peuples qui souffrent, mais la cause palestinienne, elle est vraiment quelque chose qui cristallise ce mensonge international et ce système d'oppression internationale. Donc, oui, je pense que j'utiliserai ma voix, tous mes moyens pour défendre cette cause-là. Je me suis assez peu souciée, en fait, dans le passé de comment les gens me percevaient. Si je m'en souciais, je n'aurais pas mené toutes les batailles justes ou injustes que j'ai menées. Je ne me serais pas exposée de cette façon-là à la critique, mais je l'ai fait avec sincérité et de tout cœur, c'est-à-dire ce que je pensais à ce moment-là en mon âme et conscience. Et parfois, d'ailleurs, il faut passer par ça pour comprendre. Il faut passer par tout ce qui est le plus éloigné de soi pour finalement se reconnaître et se retrouver et se réconcilier avec soi. Donc, je ne sais pas comment je veux être perçue. La vérité, c'est que je ne m'en soucie pas. Tout ce que je voudrais, en revanche, c'est que je voudrais toujours garder cette boussole du cœur et de la conscience et de la liberté intérieure. C'est-à-dire juste être libre à l'intérieur et être libre de l'exprimer. Et évidemment, chacun est libre à ce moment-là aussi de me percevoir comme ils veulent. Je ne suis pas responsable de la façon dont les gens me perçoivent. Moi qui ai eu la chance de vivre dans différents pays du monde, y compris dans des pays qui ne se racontent pas qu'ils sont des démocraties, etc., et qui sont des pays qui ne permettent pas le débat public, je suis tout à fait outillée, armée pour reconnaître aujourd'hui que la France est un pays où il y a une absence de liberté d'expression, ou plutôt une inégalité dans la liberté d'expression. Vous êtes tout à fait libre de défendre le régime génocidaire israélien sur les médias, d'humaniser les génocidaires israéliens. Par contre, on n'est pas libre en France de défendre la Palestine, de défendre la résistance palestinienne et de défendre les droits de tous des peuples, en fait, de ce peuple que les sionistes perçoivent comme un peuple inférieur. Et, euh, et ce, de façon très libre, en fait, sur les médias français. Donc, évidemment, moi, depuis que j'ai défendu la Palestine publiquement, je ne reçois plus d'invitation pour aller sur LCI ou sur CNews. C'est voilà, et c'est tant mieux que ce soit clair de cette façon-là. D'ailleurs, je pense que ces médias-là portent une très grande part de responsabilité dans la situation très alarmante en fait que vit la société française aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, ce qui me déchire vraiment le cœur et me fait beaucoup de peine, c'est que je constate que nous sommes en 2024 dans une société qui n'arrive plus à se mettre d'accord sur quelque chose qui relève des fondamentaux de l'humanité, quelque chose de sacré en fait pour nous, êtres humains, c'est le fait de ne pas tuer d'enfants. Euh, En fait, moi, je m'en fous. J'ai aussi expérimenté dans ma vie, j'ai 42 ans, j'ai expérimenté le changement de croyance. J'ai expérimenté ce que c'est de se dire, j'ai eu tort, je me suis trompée, je ne voyais qu'une partie du spectre, je n'avais pas accès à l'image totale. Donc aujourd'hui, moi, ce que je considère comme vrai chez les gens, ce n'est pas s'ils sont d'extrême droite, d'extrême gauche, de telle partie ou de telle partie. Ce qui est vrai chez les gens, c'est le cœur. Et ne pas tuer d'enfants, c'est quelque chose qui relève du cœur. Or, aujourd'hui en France, nous sommes dans une société qui n'arrive plus à se mettre d'accord sur le fait que c'est mal de tuer les enfants.
Et ça, pour moi, c'est la définition de la barbarie. Une société a beau présenter toutes les formes du raffinement culinaire, de certaines formes de prospérité économique, mais elle est profondément barbare si elle n'arrive plus à poser ce curseur-là de l'humanité et se dire, écoutez, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos postures, nos idéologies, on va se mettre d'accord sur le fait qu'on ne tue pas les enfants. Et d'ailleurs, ça, parce que j'ai la chance de vivre ailleurs, j'ai aussi la joie de constater que dans d'autres sociétés, que pourtant on regarde comme des sociétés barbares depuis la France, qu'on regarde comme des sociétés inférieures, eh bien, il y a unanimité sur cette humanité-là. Il y a une unanimité face à la tristesse profonde de voir des enfants bombardés, mutilés, décapités, comme le fait au quotidien l'État terroriste israélien. Je suis évidemment très triste pour la France, mais je pense que les médias français ont une immense part de responsabilité là-dedans. Et, euh, et oui, et je suis triste pour ce pays parce que j'ai l'impression qu'il est aujourd'hui, qu'il y a un hold-up sur ce pays et qu'il y a une omerta, en fait, un climat de terreur qui fait que eh bien, des journalistes français ne peuvent plus m'interviewer moi, vous voyez, parce que je défends quelque chose qui déplaît aux sionistes. C'est la simple et stricte vérité. Moi, je continuerai à saisir toutes les tribunes qui me seront proposées, tous les micros qui seront tendus pour dire ce que je viens de vous dire ici, pour dire ce que je pense d'Israël, pour dire ce que je pense de la Palestine, pour dire ce que je pense en mon âme et conscience et ce que j'ai dans mon cœur, quelle que soit la stigmatisation dont je peux faire l'objet, quel que soit le prix à payer, en fait, mon cœur est serein, je me regarde dans la glace et je communie avec une très grande partie de la population du monde qui aujourd'hui a vu vraiment de près ce qu'est la monstruosité d'Israël, ce qu'est ce mensonge en fait de l'Occident et de sa pseudo-démocratie, et qui se tient du côté des justes, c'est-à-dire simplement du côté de ceux qui estiment que tous les enfants sont égaux, que tous les enfants ont la même valeur, que tous les peuples ont les mêmes droits, et que la colonisation, le vol des terres, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose qui ne peut pas émaner d'une civilisation développée comme elle le prétend. Ce n'est pas la première fois que je vais réaliser que la liberté, elle est en fait parfois dans des endroits que l'on a jugés non libres auparavant. En fait, quand on se libère soi à l'intérieur, on devient invulnérable à certaines formes. Je ne vous dis pas, par exemple, ma joie infinie l'année dernière d'être allée en Arabie Saoudite, un pays où pendant des années, je pensais que je serais tout simplement condamnée à mort si j'y mettais les pieds. Eh bien, j'ai fini par y aller telle que je suis, sans voile, moi-même, accueillie, acceptée. Je vis d'ailleurs, et j'ai toujours vécu, y compris dans les moments où j'étais sous protection policière en France, où je recevais des menaces. Je n'ai jamais cessé de me rendre dans les pays musulmans, ni dans mon pays qui est le Maroc, ni dans les Émirats où je vis partiellement, ni même dans d'autres pays musulmans. Et je ne m'y suis jamais sentie en danger. Vous voyez, par contre, il suffit de se promener avec un kéfier rue des Rosiers pour sentir vraiment, pour se sentir vulnérable et sentir qu'on peut effectivement faire l'objet d'attaques physiques. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, à titre personnel, moi, Zineb, ce qui m'intéresse, c'est une quête de liberté intérieure, de réalisation de soi et de comment dire, et de traque de l'illusion en soi. Ça a été pour moi une leçon d'humilité cette année que d'assister à tous ces gens qui ont été mes amis, avec qui je buvais et je mangeais, de voir en fait leur vraie face génocidaire, de voir leur communautarisme. C'est-à-dire que moi, qui avais fait le pas de me délester
de certaines formes de mon éducation, de mon héritage, de transcender en fait mon legs communautaire et même de me retourner contre ma propre culture pour faire sa critique, pour exiger d'elle qu'elle accède à l'universalité, etc., eh bien, ces gens-là qui me tenaient la main et me donnaient des prix quand je faisais ça n'étaient pas capables de la même démarche eux-mêmes, y compris lorsque, au nom de leur communauté et de leurs croyances, on commettait le pire des génocides de façon filmée sous leurs yeux. Vous voyez, je suis très fière, très heureuse, en fait, intérieurement, d'avoir défait cette illusion-là en moi. Je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui après avoir vu ça. Euh, et, euh, et j'espère que cette quête, que ce combat en fait pour libérer le monde de cette monstruosité nommée Israël, pour libérer en fait le peuple palestinien qui est un peuple à qui aucune souffrance n'a été épargnée depuis presque un siècle maintenant. Cette quête, c'est aussi une quête de libération intérieure, c'est une quête de libération de la parole. Et je pense que des gens comme moi, qui finalement n'ont de notoriété que par l'exercice de la parole publique, nous avons un devoir qui est celui de rétablir le langage sur la Palestine. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce génocide, il est le résultat d'une subtilisation totale des mots, d'un vol, si ce n'est un viol total des mots. On sait tous comment ça se passe en France, voyez, cette intimidation, cette sommation à reconnaître le droit d'exister d'Israël, par exemple, comme si, voilà, alors, on ne reconnaît pas le droit d'exister d'Israël, eh ben, ça veut dire qu'on est un génocidaire, qu'on veut la mort du peuple juif. Mais enfin, c'est faux. Moi, personnellement, je ne reconnais pas le droit d'exister d'Israël. Je ne suis pas pour la solution à deux États. Je pense qu'il n'y a qu'un seul État. Là-bas, c'est la Palestine dans ses frontières de 48. Et cet État-là est suffisamment grand pour tout le monde, pour les musulmans, les chrétiens, les juifs, les athées et même d'autres. Par contre, je n'approuverai jamais, en fait, qu'un État qui s'est imposé par le crime, par le génocide, par le nettoyage ethnique et par la colonisation jouisse d'une légitimité internationale. Enfin, c'est mon opinion, c'est ce que je défends. Je le fais en mon âme et conscience et je continuerai à le faire. Euh, je, je, je pense aussi que euh, qu'il faut rétablir le langage sur d'autres fronts. Par exemple, dire que la création de l'entité sioniste est pour moi l'un des plus grands cataclysmes que les Juifs aient vécu dans leur existence. Alors les Juifs ont vécu des persécutions en Europe dans le passé, principalement en Europe, et ce depuis des siècles. Hein. Ils étaient beaucoup mieux accueillis, beaucoup plus libres dans les pays musulmans, que ce soit dans l'Empire ottoman d'ailleurs, qui a été le lieu où ils ont joui de plus de liberté et de droits alors qu'ils étaient persécutés partout en Occident chrétien, en Afrique du Nord aussi, ils étaient libres, en Orient, ils étaient libres. Donc les Juifs, je pense que l'un des plus gros cataclysmes qui leur soit arrivé, c'est vraiment la création d'Israël. Parce que là, on est passé d'une civilisation multimillénaire qui était plurielle, qui existait partout, du Maroc jusqu'au Yémen, qui avait plusieurs langues, plusieurs traditions culinaires, plusieurs traditions vestimentaires, plusieurs traditions musicales, plusieurs traditions liturgiques aussi. Eh bien, on est passé de ça à une standardisation absurde, une concentration des Juifs dans le même endroit où ils sont d'ailleurs en danger, puisqu'ils sont des colons, ils sont des gens qui occupent un pays qui n'est pas le leur. On a unifié, on a standardisé leur langage avec l'académisation de l'hébreu par d'ailleurs des spécialistes occidentaux. C'est ce qui explique cet accent presque français ou néerlandais qu'on entend aujourd'hui quand on entend les médias hébreux. Donc un accent qui n'est pas du tout sémite. Quand on entend l'arabe, quand on entend le somalien, l'amharique, on entend des langues sémites qui prononcent le a, le ha, le qa, le ra. En hébreu, on a l'impression d'entendre une langue européenne. Donc Israël a été pour moi le vecteur d'un énorme appauvrissement en fait culturel des Juifs et en plus
mais quelle misère aujourd'hui d'être israélien. C'est-à-dire que, en fait, vous vivez dans ce pays, vous êtes fanatisé au possible, vous êtes un voleur de terre, un voleur de maison, vous êtes armé, vos enfants doivent aller au service militaire, sinon aller en prison. Mais qu'est-ce que c'est que ce destin que le sionisme a réservé aux Juifs? Qu'est-ce que c'est que ce destin? Moi, je pense que les Juifs étaient beaucoup plus heureux lorsqu'ils étaient chez eux, dans les pays d'où ils sont originaires, vraiment, c'est-à-dire du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Irak, du Yémen et aussi de l'Europe qui malheureusement les a persécutés, les a chassés et les a poussés à aller, à devenir en fait, à devenir l'instrument d'une idéologie génocidaire et monstrueuse. Donc, je pense que c'est très important de rétablir le langage, de voir et de dire ce qu'on voit, de le dire avec le cœur, de le dire en son âme et conscience, parce que le jour où nous rétablirons le langage, le jour où nous cesserons de nous soumettre à ce chantage à l'antisémitisme, qui est en fait un chantage mensonger et complètement manipulateur, ce jour-là, on fera un pas vers la libération de la Palestine. Comme arabe, je suis marocaine, je suis française, je suis un être humain d'abord avant tout. Je suis une femme, je suis une maman, je suis beaucoup de choses. Mais oui, je suis arabe, j'en suis fière, parce que je parle cette langue, je l'écris, je l'ai enseignée, je suis une héritière de cette culture dans laquelle j'ai grandi, à laquelle je dois beaucoup de choses, à laquelle je dois aussi d'être la personne que je suis. Je rappelle que moi, je ne suis pas issue de l'immigration, je suis en fait française par le métissage, je suis française par mes ancêtres français de souche, hein, si on peut les appeler comme ça, du côté de ma mère, et je suis marocaine du côté de mon père qui est marocain. Voilà, je suis née à Casa, j'étais à l'école marocaine, je suis un pur produit intellectuel, on va dire, de l'école marocaine, payé par le contribuable marocain, que je remercie. Euh, si je devais dire quelque chose aux gens qui viennent de la même culture que moi, des mêmes origines que moi, mais en France, d'abord, je réitère ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire j'ai envie de leur dire pardon, en toute humilité. Pardon si je n'ai pas vu euh, votre souffrance. Pardon si je n'ai pas eu la présence d'esprit et le cœur de voir en fait les choses depuis votre spectre à vous, puisque je les voyais depuis mon spectre à moi. Donc ça, c'est la première chose que je leur dis. Si j'ai une seule invitation à leur dire, à leur proposer, c'est de leur dire aimez-vous. Aimez-vous euh, tel que vous êtes. Acceptez-vous dans votre histoire et dans votre vulnérabilité. Parce que derrière la vulnérabilité se cache en réalité votre force et se cache l'opportunité de réparer un infini malentendu et une infinie injustice qui touche cette partie-là de la population française. Alors, évidemment, cette année de génocide où j'ai eu, malheureusement, euh, où j'ai dû subir les affres de l'observation, du déploiement du communautarisme juif dans sa pire forme, c'est-à-dire dans une forme suprémaciste et raciste qui est le sionisme en France. On a pu observer ça sous tous les angles, dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la politique, dans tous les secteurs de la société. On a pu observer vraiment tout, toute la, comment dire, de le caractère décomplexé et absolument violent de ce communautarisme-là. Ça m'a invité à réfléchir, en fait, sur la vraie condition des Arabes en France. Je ne sais pas combien nous sommes, sans doute plusieurs millions, certains disent 10, probablement plus. Mais où sont-ils dans la politique? Où sont-ils, y compris dans des partis comme la France Insoumise, par exemple, qui aujourd'hui est le seul parti en France qui se tient aux côtés de la cause palestinienne juste et qui se bat pour cette cause et qui en paye les pots cassés. Merci à eux d'ailleurs.
Il sauve l'honneur de ce pays, hein. Mais même au sein de la France insoumise, finalement, quand on arrive au, au sommet du parti, ben, finalement, il y a pas tellement d'Arabes. Où sont-ils? Où sont-ils dans l'Assemblée nationale? Alors oui, il y en a quelques-uns, bien sûr, oui, mais est-ce qu'ils se permettent les mêmes formes de communautarisme que l'on peut observer, par exemple, chez tous ces députés, ces gens-là qui défendent plus Israël que le pays où ils sont élus, c'est-à-dire la France? Non. Alors, j'ai vraiment ressenti une immense tristesse en me disant, ben finalement, en fait, je n'ai pas vu non plus cette réalité-là. Je n'ai pas vu ce plafond de verre, je n'ai pas vu ce racisme-là. Je n'ai pas vu ce profond mépris qui est imbibé en fait dans la société et qui fait que un arabe n'est jamais sorti en fait de sa de sa posture d'immigré pauvre qui doit raser les murs et se faire tout petit pour avoir le privilège de vivre en France. J'aurais dû m'en douter, mais je pensais que ce n'était pas quelque chose de profond dans la société. Je pensais que c'était le fait de certains individus. Je voyais bien, par exemple, que même moi, sur les plateaux télé, j'avais souvent des questions sur les quartiers, la banlieue, où je n'ai jamais. Enfin, si, j'ai déjà vécu en banlieue, mais ma foi, je n'y ai pas grandi. Je n'ai pas. Je ne suis pas que ça. Un arabe n'est pas que ça. Ce n'est pas que les quartiers, la banlieue et la délinquance. Et pourtant, dans le débat public, y compris de la part de ceux qui vont venir faire de la politique en prétendant défendre cette communauté, on va toujours prendre cette communauté par le spectre de la délinquance, des quartiers, des problèmes. Et en fait, moi, j'ai envie de dire à cette communauté, aimez-vous, 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 parce que c'est à travers l'amour de soi qu'on peut aimer l'autre, qu'on peut partager aussi ce que nous sommes, c'est-à-dire ce qu'il y a d'universel chez nous, dans notre éducation, nos valeurs avec l'autre. Aimez-vous parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai compris que pour les autres, nous n'avions pas la même dignité. On n'est pas perçus comme des gens qui ont eu des parents qui les aiment, qui aiment leurs enfants, qui ont une dignité, qui ont une humanité et un cœur. Et donc, en fait, il faut toujours se retrancher dans cette partie de soi qui est la partie la plus aimante. Euh, Aimez-vous, c'est aussi apprenez votre histoire, soyez fiers de ce qu'elle est et rétablissez la vérité. Cessez d'avoir honte de qui vous êtes et de votre parcours. Parce qu'en fait, la blessure de la colonisation n'a jamais été guérie en France. Alors oui, il y a eu des demandes de pardon timides, etc. Mais moi, je pense que ce sont des demandes de pardon qui n'ont pas dépassé la forme. Elles ne sont pas allées dans le fond. Parce que le fond, un vrai pardon, c'est un pardon qui passe par la réparation. Non pas une réparation financière ou non, non, une réparation, encore une fois, un rétablissement du langage. C'est-à-dire que tous ces gens qui viennent en fait de l'immigration, il faut rappeler que l'immigration l'immigration de masse, à chaque fois qu'on voit qu'il y a une immigration de masse dans le monde, on sait que derrière, il y a un drame humain. L'immigration devient massive lorsque derrière, il y a un vrai mouvement d'exode voilà, pour trouver un avenir meilleur. Le drame humain qui se cache derrière cette immigration de masse, c'est quoi? C'est la violence coloniale, le vol des richesses, la subtilisation des terres et des ressources de ces pays-là. Par qui? Par la France. Deuxièmement, en fait, les premières mesures migratoires, il faut s'en souvenir, c'était une demande patronale en France. C'était pour répondre en fait à la saignée humaine que la France a connue lors de la Grande Guerre. Beaucoup d'hommes français sont morts au combat et il fallait reconstruire l'économie. Il n'y avait plus de bras. C'est là qu'on a fait venir, qu'on a commencé à faire venir une immigration de masse. Ça s'est accentué après la Seconde Guerre mondiale. Donc, dire en fait aux Arabes de France, vous êtes descendants de ceux-là, vous êtes descendants de ceux à qui on a fait appel pour reconstruire la France, et vous devez exiger un merci. Si vous devez aussi dire merci à la France
qui est aussi votre patrie, puisque vous y avez grandi, vous y avez été à l'école, vous avez été soigné, vous y avez fait du sport, vous y avez des amis. Et la France aussi doit dire merci à ces hommes qu'on perçoit toujours comme inférieurs, alors qu'en fait, on est allé les chercher pour remplacer ceux parmi les Français qui sont morts au combat. Rétablir les faits, ça passe aussi par restituer ce qui s'est vraiment passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, par exemple, je sais, je suis marocaine, je sais que le roi Mohamed V et les tabors marocains sont compagnons de la libération, n'est-ce pas? Quand on va au musée de la libération aux Invalides, eh bien, on retrouve aussi voilà, l'hommage aux tabors marocains et au roi Mohamed V en tant que compagnon de la libération. C'est-à-dire qu'il y a que l'armée marocaine a envoyé des hommes qui se sont d'ailleurs particulièrement illustrés au combat contre le nazisme partout en Europe et qui étaient de la chair à canon qu'on a traité moins bien que les autres. Alors, pourquoi le Maroc aujourd'hui n'est-il pas aussi considéré comme un vainqueur de la Seconde Guerre? C'est ça réparer le colonialisme. C'est ça demander pardon. C'est rétablir les faits. C'est de dire en fait tous ces pays qui ont envoyé des hommes qui sont morts au combat avec nous sont des vainqueurs de la Seconde Guerre au même titre que nous. Alors qu'aujourd'hui, on continue de considérer que c'était normal pour des nations colonisées, en fait, de mourir gratos sous le drapeau français. Ça, ce n'est pas normal. Donc, ce que je reviens, en fait, à cette communauté qui vient des mêmes origines que moi, j'ai envie de leur dire, aimez-vous, soyez fiers de qui vous êtes, ne laissez jamais, en fait, qui que ce soit repérer en vous, en fait, repérer en vous les moments où vous avez consenti à ce qu'on vous considère comme inférieur. Et moi, personnellement, aujourd'hui, c'est devenu une sadhana, c'est une pratique spirituelle pour moi, c'est-à-dire que je veille vraiment dans mon quotidien, dans ma vie, dans l'éducation que je donne à mon enfant, à ne pas laisser s'installer ce suprémacisme blanc. Je vous donne un exemple tout simple. Chez moi, j'avais une amie que j'aime beaucoup, une amie française. On mangeait ensemble et ma fille a mangé avec ses doigts. Et mon amie, de façon très affectueuse, a dit à ma fille, mais non, enfin ma chérie, on mange pas avec les doigts. Là, je lui ai dit non, non. En France, oui. En France, on ne mange pas avec les doigts, mais partout sur le continent africain, on le fait. Et ce n'est pas considéré comme quelque chose d'inférieur. Donc, euh, simplement croire, il faut d'abord croire il faut s'aimer, croire pleinement en son humanité, rétablir en fait soi-même sa dignité et cesser de l'attendre des autres. C'est à nous d'enseigner aux autres qui nous sommes, c'est à nous de rétablir les faits, c'est à nous de nous aimer et aussi de montrer ce que nous avons à partager avec les autres, c'est-à-dire notre humanité et l'amour que nous leur portons aussi. Et je pense que ça passera aussi euh, par une meilleure organisation en fait de cette communauté-là en France. Il faut qu'elle se batte pour sa représentation. Il faut qu'elle. Alors je sais que c'est complètement le contraire de ce à quoi j'appelais avant, mais enfin pourquoi est-ce que seuls les Arabes doivent édulcorer leur identité, en avoir honte et la cacher lorsqu'en fait, à l'Assemblée nationale et sur le fronton des mairies françaises, on affiche le drapeau israélien et les gens s'affichent très fiers en fait de leur culture, y compris quand c'est une culture criminelle et honteuse comme le sionisme et ce que véhicule aujourd'hui l'État d'Israël. Moi, je pense en fait que l'Afrique du Nord a énormément à apprendre à l'humanité. Moi, en tout cas, je viens du Maroc. Je sais ce qu'est son histoire, je sais ce qu'est sa culture. Et je suis sûre que dans notre histoire, dans notre langue, dans notre culture, il y a énormément de choses à partager, à apprendre aux autres, à condition de les revendiquer, d'aller les chercher. Ce que j'ai à leur dire, apprenez la langue arabe, écoutez les artistes arabes, regardez le cinéma arabe, visitez le monde arabe, renouer en fait avec vos origines. Ce n'est pas contradictoire avec le fait d'être français. Et cessez surtout de revendiquer des clichés identitaires dont on vous a affublé, c'est-à-dire de réduire vos droits au droit de porter la djellaba ou au droit brûler des bagnoles en banlieue. Ce n'est pas ce que nous sommes. Nous n'avons jamais été ça.
Nous sommes bien plus que ça et il est grand temps de le partager aussi.